Pour mieux comprendre encore et encore ce qui vient de se passer, revenons sur la totalité des faits, des images fortes, parce qu'elles le sont fortes avec Mathieu Karman. Bonsoir Mathieu Karman. Bonsoir Amélie, bonsoir à On tous. revient ensemble sur ce qui s'est passé, ça a commencé au petit matin. Absolument, il était donc 6h07 ce matin lorsque vous le voyez sur ces images de caméras de vidéosurveillance, cette explosion qui surgit sur la droite de l'image, ce camion donc qui a explosé en provenance de la Russie et en direction de la Crimée, pont de Kertch, symbole donc de l'annexion faite par les Russes en 2014. Les dégâts, eux, sont très impressionnants. Regardez cette autre vidéo, si l'on s'approche un peu plus du lieu de l'explosion, eh bien, on voit bien qu'une des deux voies routières s'est écroulée. Au-dessus, 7 wagons-citernes sur la partie ferroviaire ont pris feu. L'arche, lui, est toujours intacte. Et si l'on dézoome un peu plus sur cette troisième vidéo, cette fois-ci, on constate l'importance de l'incendie visible à plusieurs dizaines de kilomètres. Il faut dire que ce pont est très long, très grand, plusieurs dizaines de kilomètres, 18 kilomètres précisément. Il est également très haut, 35 mètres de hauteur. C'est le plus long pont d'Europe. Il servait notamment à transporter du matériel, des armes, mais également des militaires russes pour aller combattre en Ukraine. Une enquête a donc été ouverte par les Russes. Les premiers enquêteurs sont arrivés sur le pont dès ce matin. Et comme toujours, dans ce genre de cas, les versions s'opposent entre Kiev et Moscou. Il y a quelques minutes à peine, la présidence ukrainienne privilégiait la piste russe. Vladimir Poutine avait fait, lui, de ce projet un symbole. Il a été concrétisé donc en 2018 par cette inauguration en grande pompe. Il aura fallu seulement 3 ans pour bâtir ce pont. Revers donc pour Vladimir Poutine, d'autant plus que selon nos envoyés spéciaux, ce pont était ultra sécurisé avec des dizaines de caméras et surtout hors de portée des missiles ukrainiens. Merci beaucoup Mathieu Karman. On vous retrouve un peu plus tard dans cette émission pour refaire un point sur ces images et sur ces enjeux. Dominique Moïsi, donc on voit différentes versions maintenant qui sont mises sur la table. La présidence ukrainienne qui évoque une piste russe. On va voir les images d'enquêteurs qui sont toujours sur le pont. Ça va être extrêmement minutieux, des enquêteurs de Moscou. Et selon ces enquêteurs, le propriétaire du camion qui aurait explosé serait d'ailleurs russe et serait un habitant de la région de Krasnodar dans le sud du pays. Il faut rester très prudent avec tout ça, les versions ukrainiennes comme la version russe. Oui, je n'en sais strictement rien et je ne m'engagerai pas dans cette affaire. À qui profite le crime? Entre guillemets, pour le moment. Entre guillemets, ouais. c'est visiblement à l'Ukraine. Donc on peut supposer que c'est une opération menée par les services de l'armée ukrainienne, des commandos, je ne sais pas. Mais alors il y a une forme d'humour de la part des Ukrainiens consistant à dire nous pensons que ce sont des sources russes qui sont à l'origine de cette explosion. Mais je ferai un lien entre les images de Marilyn Monroe souhaitant bon anniversaire au président Kennedy et cette hypothèse qu'ils mettent en avant. Il y a une sorte de sourire, de provocation. Toi, tu mens délibérément. Nous, on a de l'humour. Je crois que c'est un peu la réponse des Ukrainiens aux Russes. Mais même les Russes, Dominique Moïsi, disent que le camion qui aurait explosé aurait été conduit par un Russe. Oui, mais là, je veux dire, l'origine du camion ne signifie pas l'origine des sources de l'attentat. Une enquête a été ouverte sur le lieu de résidence de cet homme, l'itinéraire du camion et les documents pertinents, disent les enquêteurs russes, sont en cours d'étude. Irina Dmitrichine, les différentes versions qui sont sur la table. Donc on voit la version de la présidence ukrainienne, piste russe, et celle de la Russie, qui parle de ce camion qui aurait été explosé avec un Russe à son volant. Vous faites déjà le nom de la tête, pourquoi Je pense qu'il est trop tôt. Je pense qu'il est trop tôt pour dégager quelque chose. Pour l'instant, les Ukrainiens ne revendiquent pas, tout en laissant essaimer les allusions et les indices. Donc je pense qu'il est trop tôt pour conjecturer. Mais en effet, il y a beaucoup de prudence, parce que si le chef de l'Assemblée de Crimée a dénoncé les vandales ukrainiens, là je le cite, dans l'ensemble du côté des responsables russes, il y a quand même
plutôt un silence. Plutôt, Vladimir Poutine, on le sait, a été informé, il a demandé une commission, je crois, gouvernementale, mais on n'a pas de prise de parole des hauts dignitaires russes pour le moment. Pas pour le moment, et on peut aussi, dans l'analyse, considérer que c'est inquiétant parce que Vladimir Poutine ne cesse de rester extrêmement silencieux par rapport à des attaques qui sont commises. Et donc là, il y aurait 2 scénarios possibles. Est-ce que le silence, ça veut dire qu'il prépare une réponse massive à tout ce qui s'est passé, non pas simplement aujourd'hui, mais depuis plusieurs semaines, ou est-ce qu'effectivement, il reste complètement silencieux en attendant de voir la suite? Le seul fait qu'on peut dire, c'est que cette explosion semble, sur les images qu'on a, extrêmement violente. Et donc, lorsqu'on a un peu d'expérience d'avoir vu des voitures piégées, des camions piégés exploser, là, c'est quand même une explosion qui endommage structurellement quelque chose. Donc, avec un type d'explosif qui est très fort. Il y a plusieurs graduations dans les explosifs qui sont utilisés lorsqu'il y a une détonation. Et là, on voit quelque chose d'extrêmement fort dans le plan qu'on voit. Général, votre regard du coup sur tout ça? Ben là, je pense de toute manière, vous avez raison, de toute manière, quand je veux dire un camion piégé réussit à faire plonger un pont dans l'eau, c'est véritablement que la détonation, c'est un attentat qui a été extrêmement bien préparé. Je dis ça parce que dans la liste des explosifs que le Pentagone a communiqué et qu'ils ont donné aux Ukrainiens, il y avait notamment du C4 qui est souvent. On va pas encore. Restons très prudents, mais c'est quand même un explosif qui semble très fort. Voilà, c'est absolument, je veux dire, on penserait plutôt à un missile, même à plusieurs missiles. Là, on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement préparé. Effectivement, le fait que ça vienne de Russie, les explosifs ont peut-être été chargés en Russie, à moins que les Russes soient des kamikazes, un peu comme les djihadistes. Le pauvre bonhomme qui conduisait le camion, à mon avis, n'était pas dans le coup. Ce qui est intéressant, là, c'est la surprise stratégique. La surprise stratégique, ils ont coulé le Moskva alors qu'ils n'avaient pas de flotte. Ensuite, ils ont commencé à réussir à bombarder la Crimée alors qu'on les pensait hors de portée. Et à chaque fois, ils arrivent là où on ne les attend pas. Ça fait des mois qu'on dit que le pont n'est pas à portée. Et aujourd'hui, ils ne l'ont pas tapé avec des missiles, ils ne l'ont pas tapé avec l'aviation, ils l'ont tapé avec un camion, vraisemblablement. Mais bon, il est encore un peu trop tôt pour en tirer des conclusions. Il n'était pas tout seul, ce camion. Il y a un train qui transportait du carburant qui était à côté. Donc cette explosion, elle a touché aussi au même moment. Ce qui veut dire qu'il y a eu un instant T qui a été calculé pour endommager à la fois la voie ferrée et toucher la route. Dont un acte professionnel extrêmement bien préparé. Professionnel. Alors, encore une fois, on le rappelle, c'est l'affrontement de versions, et ce sont les Ukrainiens qui disent que la piste russe est privilégiée, Gallagher Fenwick, parce que le camion en question serait venu de Crimée vers l'Ukraine. Encore une fois, le mot répété, pourquoi comique? Parce que Thomas Misraki a traduit la même chose. Si vous voulez, là, on est dans le champ informationnel de la guerre. Et les Ukrainiens ont montré à de nombreuses reprises, au travers de la manière dont ils racontent cette guerre, grâce à l'iconographie. Ils ont un goût très prononcé pour la philatélie, puisque le timbre montrant l'explosion de ce pont est déjà paru. On en a une grande version dans le centre-ville de Kiev, devant lesquels des badauds hilars aujourd'hui sont en train de se prendre en photo. Et la version à laquelle vous faites allusion, qui est donnée par Mikhailo Podolyak, qui est un proche conseiller de Vladimir Poutine, est très très drôle, parce qu'elle ressemble aux espèces de contorsions auxquelles les Russes s'adonnent lorsqu'ils essayent de justifier l'injustifiable. Rappelez-vous que la première fois que on peut la lire ensemble. Il convient de noter que le camion qui a explosé, selon toutes les indications, est entré sur le pont depuis le côté russe. C'est donc en Russie qu'il faut chercher les réponses. Tout cela indique clairement une piste russe. Très très drôle. C'est de l'ordre de l'absurde et c'est de bonne guerre. Rappelez-vous que les premières explosions qui sont survenues en Crimée récemment, cet été, ont été mises sur le compte par la partie russe de soldats ayant fumé à proximité de munitions. Ce qui a fait dire à Oleksiy Reznikov, le ministre de la Défense, qui était en déplacement au Danemark, il a rappelé les consignes de sécurité, qu'il ne faut pas fumer à proximité de dépôts de munitions. Donc là, non, on a une qualité opérationnelle qui est absolument indéniable. C'est une opération superbement conduite qui consiste à promouvoir un pont en tunnel
et avec un résultat qui est absolument indéniable, c'est l'interdiction d'un mode d'acheminement très très important pour la Russie. Oui, à l'instant, petite information, il y a un responsable du gouvernement ukrainien sous couvert d'anonymat qui vient de téléphoner au Washington Post pour leur déclarer que les services spéciaux ukrainiens étaient derrière l'attaque du pont. Et il y a un site, d'après le Washington Post, qui s'appelle la Pravda ukrainienne, Pravda Ukrainska, qui cite un responsable aussi sous couvert d'anonymat qui dit que le SBU, c'est-à-dire les services de sécurité ukrainiens, ont été impliqués dans la destruction. Oui. Je vous vois réagir, Dominique Moïse. C'était la première interprétation qui s'imposait et que j'ai avancée. Mais je reviens sur cette idée, les sources russes à l'origine. C'est une manière pour les Ukrainiens de dire aux Russes, vous nous dites depuis toujours que la Crimée, c'est russe. Eh bien oui, effectivement, ce sont des Russes qui ont fait sauter ce pont. Donc il y a une sorte de... on va parler d'humour à l'ukrainienne. Mais ça alimente aussi ce qui est en train de se passer en ce moment même à Moscou. C'est-à-dire les purges. Les gens vont payer pour ça. Justement, on va y venir dans un tout petit instant, enfin dans quelques instants maintenant. D'abord, merci Laurent Saïm pour cette information que vous nous livrez en direct. Alors, il y a une autre information aussi. Alors, autre point, Laurent Saïm, allez, c'est parti. Non, très rapidement, c'est qu'on a vu là le conseiller de Zelensky, et ce qui est très intéressant, c'est que les conseillers ukrainiens, ils font des tweets et on les voit, et ils parlent aussi évidemment souvent au Washington Post, et là, il vient de déclarer ce qui s'est passé sur ce pont est juste le commencement. Toute activité illégale doit être absolument détruite. Alors, Laurent Saïm, c'est M. Podolyak qui l'a dit, en effet, conseiller de Volodymyr Zelensky. Il avait un peu tweeté ça auparavant. C'est l'autre réaction de ce monsieur aujourd'hui. La Crimée, le pont, le début, tout ce qui est illégal doit être détruit. Tout ce qui a été volé doit être restitué à l'Ukraine. Tout ce qui est occupé par la Russie doit être expulsé. Et ces quelques mots de M. Podolyak ont résonné pour certains comme une quasi-revendication. Par exemple, Irina Dmitrichine. Vous voyez, on se réjouit. On dit qu'en effet, c'est exactement ce qu'on voulait et qu'on ira jusqu'au bout, en somme. Une revendication ? On ne l'a jamais caché. Les Ukrainiens ont toujours dit que ce qu'ils souhaitaient, c'est de récupérer pleinement le contrôle de leurs frontières et la restitution de l'ensemble de ce qui a été pris depuis 2014. Le timbre devant lequel tout le monde se photographie aujourd'hui avec le pont, en fait, ce n'est que la réplique du timbre avec le bateau. Et donc, après le timbre avec le bateau, on a juste remplacé le bateau par le pont pour montrer que c'est la prochaine cible. Donc, rien n'a été caché. Oui, et puis l'Ukraine avait déjà menacé. Le 17 août, ce même conseiller disait ce pont est une structure illégale de l'Ukraine qui n'a pas donné sa permission et l'Ukraine n'a pas donné sa permission. Il porte préjudice à l'écologie de la péninsule et doit donc être démantelé. Et surtout, il disait le 17 août, peu importe comment, volontairement ou non. Oui. Déjà à l'époque. Oui, ça veut dire soit les Russes, vous le démantelez vous-même, vous vous en occupez, soit nous, Ukrainiens, allons nous en occuper. Aujourd'hui, ils s'en sont occupés. Et ça a commencé à s'en occuper. Image aussi qu'on va regarder de l'été dernier, puisque je suis sur cette prise de parole d'août dernier. Image d'attaque, on le rappelait, cet été, il y a eu des attaques ukrainiennes sur la Crimée. Donc il n'y a pas eu que les mots. Voilà, c'est la surprise stratégique, ce qu'on disait tout à l'heure. La Crimée était hors de portée. Et d'un seul coup, ils arrivent. Alors, il semblerait que ce soit avec des drones achetés quasiment sur Alibaba et qu'ils aient réussi à bombarder un certain nombre de sites stratégiques. Sur un site, c'est ça ? Oui, absolument, avec quelques milliers d'euros, 400 000 euros, et puis on l'équipe de bombes et ça part comme ça. Parce qu'à l'époque, le front était à 200 km et ils n'avaient pas les moyens de tirer. Et donc, les Russes étaient tranquillement sur les bords de la mer Noire, en train de prendre les bains pendant l'été, et d'un seul coup, il y a des dépôts de munitions qui explosent, il y a une voie ferrée qui explose avec une gare, et donc c'est la sidération parce qu'ils n'ont pas vu arriver le coup. C'est la surprise stratégique. Et donc les Ukrainiens sont très très forts pour surprendre l'adversaire, c'est-à-dire attaquer là où on ne l'attend jamais. Après le Moskva, après la Crimée, le pont, il était trop loin, le front est très très loin, on ne pouvait pas l'atteindre, le pont, il est aux 3/4 détruit ce soir. Dominique Moïse. Je crois que c'est un tournant qu'il faut replacer historiquement. Maintenant, l'Ukraine dit « la Crimée, c'est moi ». Ça l'a toujours été. Et c'est vrai. Sauf que le monde occidental s'était résigné
en 2014, à ce que la Crimée devienne russe. Et il y avait à cela des raisons même d'ordre historique et politique. La Crimée, oui, bien sûr, c'est en Ukraine, mais historiquement, c'est quand même, culturellement, c'est quand même en Russie. Et puis, ce qui s'est passé depuis 8 ans fait que une identité ukrainienne autour du nationalisme et de la démocratie s'est cristallisée. Je pense qu'on aurait fait un référendum en 2014, peut-être qu'une majorité d'habitants de la Crimée aurait dit « nous sommes russes ». Mais en 2022, je pense que beaucoup de gens en Crimée même vont dire non, nous faisons le pari de l'Ouest et pas de l'Est. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être aussi le début de problèmes entre l'Ukraine et ses alliés. Parce que nous soutenons totalement l'Ukraine lorsqu'elle veut reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et à dire non, on revient jusqu'en 2014. Alors, et là, il y a peut-être la source de malentendus, sinon de tensions. Et je crois que c'est un point très important. Et c'est un ami de l'Ukraine qui le dit. Alors, est-ce qu'effectivement, Laurent Saïm, l'Ukraine, s'il se confirme que c'est l'Ukraine qui est derrière tout ça, flirterait avec une ligne rouge un peu internationale, un peu taboue pour le moment, parce qu'on ne veut pas mettre de frein à Volodymyr Zelensky, mais une limite là qui semble difficile à franchir s'il s'agit en effet d'aller jusqu'à reprendre la Crimée? C'est une très bonne question et Dominique Moisy a tout à fait raison de dire ce qu'il vient de dire, parce qu'on a bien vu cette semaine avec un tweet qu'a fait Elon Musk, qui est ce Sud-Africain américain qui a fourni au début de la guerre énormément de choses aux Ukrainiens. Il a fait une proposition de paix en disant voilà, la Crimée, il faut voir si ça reste à la Russie ou pas, et voyons ce qui va se passer. Et il s'est fait mais totalement insulté par les Ukrainiens qui l'ont accusé d'être russe, qui lui ont dit maintenant la Crimée est à nous. Et ce qui a changé depuis février, c'est que pour les Ukrainiens, maintenant, ce qui s'était passé, laissé par la communauté internationale en 2014, c'est-à-dire en une semaine, cette annexion illégale de la Crimée, eh bien, c'est maintenant totalement inacceptable. Et donc, toute tentative de paix, la Crimée doit rester, redevenir ukrainienne. C'est ça qui va être très difficile pour les gens qui vont essayer de faire asseoir les Ukrainiens et les Russes autour du même table. La Crimée devient un enjeu extrêmement important pour les deux parties, avec des Américains qui commencent à dire bon, attention, la Crimée, peut-être qu'il faudra la laisser. Bon, alors on va voir s'il y a ce type d'interventions qui vont arriver, mais pour bien comprendre la détermination de la présidence ukrainienne dans le fait de vouloir reprendre la Crimée, écoutez ces différentes déclarations au fil des mois de Volodymyr Zelensky. Regardez. Nous agirons pour défendre notre peuple dans les zones actuellement occupées dans la région de Kharkiv et en Crimée. Je sais que la Crimée est avec l'Ukraine et attend notre retour. Je veux que tout le monde sache que nous reviendrons. Cette guerre russe contre l'Ukraine et contre toute l'Europe libre a commencé en Crimée et devra se terminer en Crimée, par sa libération. La guerre en Ukraine a commencé par la Crimée, doit se terminer avec sa libération. Je précise qu'il avait même annoncé la création d'un conseil pour la désoccupation et que certains conseillers avaient même évoqué une volonté de repeuplement de la Crimée par les Ukrainiens. Irina Dmitrichine. Je pense qu'il ne faut pas poser cette question en termes Ukraine-Russie, mais en termes du respect du droit international. Oui. En 2014, un pays membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité a décidé de revoir les frontières pour la première fois en Europe depuis 1945. Et la question est de savoir est-ce que cela lui sera permis ou pas. Et je pense que le vrai enjeu, c'est ça. Parce que si elle est autorisée à faire cela, alors on ouvre la boîte de Pandore pour plein d'autres violations, y compris le traité de non-prolifération qui sera touché, etc. etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un cadre qui est très clair, qui est très simple. Peut-être qu'il ne convient pas à certaines puissances, mais ça s'appelle le droit international. En vertu du droit international, l'Ukraine, en 1991, mène un référendum, demande à la totalité de sa population, de la Galicie jusqu'à la Crimée, est-ce que vous souhaitez être indépendant? Et c'est un oui à plus de 90%. En Crimée, on a voté, et on a voté à 54% pour que la République soviétique d'Ukraine devienne l'Ukraine indépendante sur des frontières internationalement reconnues
et la Crimée fait partie de ce pays en vertu du droit international. Il n'y a aucun, à part la Russie et quelques-uns de ses affidés, grandes démocraties que sont la Syrie, la Corée du Nord, la Biélorussie, qui lui donnent la Crimée. Mais le 9 février 1954, Khrouchtchev, alors premier secrétaire du Parti communiste, donne l'oblast de Crimée à l'Ukraine. Et à partir de là, la Crimée est ukrainienne. Alors certes, des tsars de l'époque impériale ont utilisé cette côte d'Azur ukrainienne comme leur lieu de villégiature estivale. Mais ce n'est pas pour autant que la Russie, quand bien même ce serait une puissance nucléaire, peut décider par la force de redessiner les frontières de son voisinage comme bon lui semble. Sur le thème du droit international, il n'y a aucun doute. Maintenant, je suis absolument d'accord avec M. Moïsi. C'est peut-être le début d'un hiatus avec les alliés. Est-ce que tous les alliés de l'Ukraine sont prêts aujourd'hui à aller jusqu'à la reconquête de la Crimée? Et à quoi M. Poutine étend-il son parapluie nucléaire? Puisqu'on parle de nucléaire depuis assez longtemps. La Crimée, dans leur esprit, elle est annexée depuis 2014. C'est territoire russe, c'est la mère patrie. Et est-il prêt à utiliser toutes les armes possibles pour défendre la Crimée? C'est plus sur le plan symbolique encore autre chose que les territoires occupés, les oblasts de Louhansk, de Donetsk, etc. Donc ça, je pense qu'il y a une certaine prudence et je pense qu'il est possible que M. Zelensky, je dirais, gêne un petit peu ses alliés aujourd'hui en allant dans une direction jusqu'au boutiste. Sur le plan du droit, je le répète, il a absolument raison. Simplement, est-on prêt à poursuivre la guerre jusqu'à la libération totale de ce qui a été occupé en 2014. Moi, je ne suis pas persuadé que tous les États, tous les alliés de l'Ukraine y soient prêts. Ouais. Moi, je pense que ça pose le problème de la lâcheté occidentale. Quand quelqu'un décide quelque chose, parce qu'en 2014, personne n'a rien fait sur la Crimée. Et d'une certaine manière, ça fait jurisprudence. Et maintenant, c'est-à-dire 8 ans plus tard, d'un seul coup, un pays dit, finalement, nous, on va reprendre ce qu'on considère être à nous. Et donc, ça pose à long terme d'énormes problèmes, si on est dans la stratégie, etc., sur des choses que les démocraties ont acceptées. Personne n'a bougé en 2014 pour la Crimée. Et d'un seul coup, aujourd'hui, les Ukrainiens disent, maintenant, la paix, c'est avec la Crimée. Et là, effectivement, en tout cas, côté américain, dans ce qu'on voit, il y a une division sur est-ce que les Ukrainiens ont raison en ce moment de vouloir parler de l'Ukraine avec la Crimée, ou est-ce qu'on considère qu'en 2014, eh bien, finalement, la Crimée, ça s'est fait. On a peut-être été lâche, mais maintenant, c'est fait. Dominique Moïsi, est-ce que l'objectif, c'est de revenir à mi-février, aux frontières de mi-février, ou est-ce qu'on va jusqu'à 2014 ? Non, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que l'agression ne paye pas et que la Russie, sur ce plan, soit punie, entre guillemets. Le deuxième objectif, c'est d'éviter l'escalade vers la Troisième Guerre mondiale, vers l'utilisation d'armes nucléaires. Et je crois qu'il convient quand même de revenir sur le passé. Oui, lâcheté occidentale, on peut utiliser cette expression, mais il faut la replacer dans son contexte de l'époque. Il y a le fondamentalisme islamique qui est considéré comme la première menace pour les pays occidentaux. Il y a le président Obama qui n'a pas suivi les lignes rouges qu'il s'était fixé lui-même à l'automne 2013 en Syrie. Donc il y a tout un contexte par lequel il faut juger ce qui se passe aujourd'hui. Mais entendons-nous bien, si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire si on dit le droit international doit s'imposer quoi qu'il arrive, ce qui est peut-être la seule logique internationale, ça veut dire qu'à un moment donné, la solution, c'est le départ, non seulement de Poutine, du Kremlin, mais le changement de régime en Russie. C'est-à-dire que Poutine a voulu créer en Ukraine un régime qui lui soit favorable. La conséquence, au bout du compte, c'est l'arrivée de la démocratie en Russie. C'est très bien, c'est idéal, mais est-ce que c'est réellement réaliste
aujourd'hui. Alors, je n'en suis pas sûr. Je vais poser une autre question, c'est est-ce que l'Ukraine peut reprendre la Crimée? Militairement, même parlant, j'ai envie de vous dire. Je vais vous soumettre maintenant ce qu'a dit Ben Hodge. Il a commandé l'armée américaine en Europe de 2012 à 2017, au moment de l'annexion de la Crimée et de la guerre dans l'est de l'Ukraine. On va l'écouter, je crois. Je prédis que les Ukrainiens vont repousser les Russes au niveau des frontières du 23 février avant la fin de l'année et qu'ils vont libérer la Crimée d'ici le milieu de l'année prochaine. Le système logistique russe s'affaiblit chaque semaine. Les Ukrainiens, eux, s'améliorent chaque semaine. La flotte russe de la mer Noire, elle est où? Littéralement recroquevillée autour de la Crimée, alors que l'Ukraine n'a même pas un navire. Général. Moi, je suis un petit peu moins optimiste. Je dirais sur l'issue de la guerre, je pense que si les opérations continuent comme ça, bien entendu, l'Ukraine va au moins réussir à repousser les Russes jusqu'aux frontières du 24 février. D'ici à ce que ça se fasse d'ici la fin de l'année et au milieu de l'année prochaine, il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Il y a encore presque 115 000, je crois, kilomètres carrés qui n'ont pas été libérés. Et combien même dans le sud, par exemple, vous libériez la région de Kherson, il faut franchir le Dniepr. Et ensuite, il faut continuer à attaquer. Vous avez des troupes qui sont quand même usées. Une attaque, il faut vraiment une concentration de blindés, de puissance, d'obus, et puis de carburant, simplement, pour pouvoir aller loin, qui est absolument très, très importante. Ils sont en train de mener 2 offensives au nord et au sud. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai tendance à penser qu'il va y avoir encore quelques avancées ukrainiennes et qu'ensuite le front va quand même se stabiliser plus ou moins pour l'hiver. Alors ils nous ont offert un certain nombre de belles surprises, hein, les Ukrainiens. Il faudrait être sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe. Maintenant, je trouve qu'il est un petit peu optimiste de dire, voilà, dans l'année qui vient, tout est terminé et on les a réaccompagnés. Moi, je pense que Vladimir Poutine, parce que son régime est lié à l'issue de la guerre, sera jusqu'au boutiste et va engager toutes ses forces et qu'ils ont encore des moyens résiduels qui sont importants. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont des moyens résiduels qui sont importants, même si effectivement, là, ils sont carrément bousculés en déséquilibre arrière. On a l'impression que c'est les troupes ukrainiennes qui engagent la poursuite. Mais il y a des poursuites dans la guerre hein, qui se sont retournées contre les poursuivants. Il faut faire très attention. Il y a une vieille maxime militaire qui dit la guerre, c'est quand ça cesse d'aller très bien que ça commence à aller très mal. Donc je veux dire, à un moment donné, ça va bien pour les Ukrainiens, mais il faut savoir pousser ces avantages step by step, parce que sinon, c'est eux qui peuvent se retrouver à un moment en déséquilibrement. Gallagher Fenwick, sur cette capacité, même si vraiment elle le voulait, l'Ukraine allait jusqu'au bout pour la Crimée. La raison pour laquelle on prête attention à ce que dit Ben Hodge aujourd'hui, c'est parce que la plupart des prédictions qu'il a formulées jusqu'ici, ces dernières semaines notamment, se sont avérées justes. Et lui disait, cette semaine encore, que les Ukrainiens mettraient la Crimée à portée de canon d'ici le milieu de la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'ils dépasseraient Kherson, et en avançant dans le sud, quand vous regardez au sud de Kherson et que vous voyez le bout nord de la Crimée, vous avez à vol de drone une petite centaine de kilomètres. Donc ça peut paraître très ambitieux, mais au train où vont les choses, le président Zelensky a redonné les chiffres il y a 48 heures. Depuis début septembre, l'armée ukrainienne a conquis un petit peu moins de 2500 km². Dans le sud, on est à 736, je crois, kilomètres carrés. Donc le général Richoux a raison. Au regard des 115 000 qui restent à conquérir, on mesure le travail qui demeure. Mais quand on regarde la vitesse à laquelle c'est fait, je rappelle qu'en 5 jours, en septembre, l'Ukraine a reconquis plus de territoire que la Russie n'en a conquis en 5 mois. Donc après, c'est clair que chaque jour est un moment cristallin, tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre, mais la tendance est très favorable à l'Ukraine en ce moment. Ça,